InfoLive TV s'est entretenu avec le général de réserve Uzi Dayan, ancien adjoint au chef d'état-major et conseiller à la sécurité nationale, et actuel chef de file du parti Tafnit. La discussion s'est concentrée sur les dysfonctionnements révélés par la guerre du Liban, un an après le déclenchement du conflit. Un an est passé depuis la guerre, une guerre que nous n'avons pas gagnée. Nous aurions pu gagner si nous avions efficacement défini nos objectifs, à savoir vaincre le Hezbollah et comment y parvenir. Nous n'avons pas perdu la guerre, mais nous ne l'avons pas gagnée. Maintenant, on s'aperçoit des conséquences de notre incapacité à la remporter, comme l'a dit le chef d'état-major, car nous avons gagné sur certains points. Du coup, les conséquences aujourd'hui sont les résultats de cette incapacité à gagner. Nous n'avons pas réussi à vaincre le Hezbollah et à cause de ça, le Hamas est devenu plus fort et au bout du compte, il a pris le pouvoir sur Gaza. L'impact le plus profond de cette guerre a eu lieu en Israël. La sensation des civils israéliens un an après la guerre est que les décideurs au sein du gouvernement manquent d'autorité et de discernement. Pour Zidayan, la réponse apportée par le gouvernement à la prise de pouvoir du Hamas sur la bande de Gaza est inadaptée. Il attend du nouveau ministre de la Défense, Ehud Barak, une meilleure réactivité. Gaza doit être isolée. Et les zones qui entourent Gaza doivent retourner sous le contrôle israélo-égyptien. En Judée-Samarie, nous devons coopérer le mieux possible avec Mahmoud Abbas. Je ne pense pas que Mahmoud Abbas puisse tenir ses engagements, mais Israël dispose ici d'une opportunité de mettre en place une politique de coupure nette. Le bâton à Gaza et la carotte en Judée-Samarie. Nous avons deux objectifs stratégiques à Gaza. Le premier est de mettre un terme aux tirs de roquettes sur les citoyens israéliens, Sderot et ses environs. Par l'usage de moyens militaires, j'entends bien. Tout le monde dit qu'il n'y a pas de solution militaire. C'est tout simplement faux, il y a une solution militaire. Quelle est-elle? Il s'agit de l'isoler, y compris en retournant du côté de la frontière israélo-égyptienne, afin d'empêcher le Hamas de devenir un Hezbollah numéro 2 et d'empêcher les tirs de roquettes, en lançant une opération terrestre dans tous les secteurs d'où sont tirées les roquettes. En Israël, nous en avons la volonté et nous y sommes pas moins préparés que par le passé, même si les temps ont changé. Je pense que la principale chose qui est changée, c'est ce sentiment qu'il n'y a pas de direction, qu'il n'y a pas de voie tracée. Les gens sont prêts à souffrir, à mettre leur vie en danger, s'il y a un sens clair à cela. À partir du moment où vous n'avez plus confiance en vos gouvernants et qu'il n'y a pas de direction claire, alors les gens commencent à perdre leur propre discernement et deviennent plus prudents. Je vais vous dire quelque chose concernant le prix du sang en Israël, vu que ça devient un sujet sensible. Ce qui se passe en Israël, c'est que le sang des soldats est plus important que le sang des civils. Ça se voit à Sderot, qui est la cible d'attaque à la roquette depuis 6 ans, et dans le fait que la mort des gens soit devenue acceptable. Mais si une opération militaire est lancée et que des soldats sont tués, chacun fait preuve d'atermoiement. À ce titre, le sang des soldats ne vaut pas moins que celui des civils, et n'est pas plus précieux. Nous sommes de loin les plus forts et cela doit se traduire de manière professionnelle, sagement. Mais oui, nous devons le faire. Autrement, ce qui se passera, c'est que non seulement la force de dissuasion d'Israël va se dégrader, mais les gens vont penser que si nous ne savons pas traiter les Qassam, alors nous ne saurons pas traiter la menace iranienne. C'est vrai, c'est une bonne question. Ehud Barak a été récemment nommé ministre de la Défense et sa première action consistera à rétablir le sentiment de sécurité des gens. Il y a une réponse militaire, ce n'est pas une réponse simple, mais il y a une réponse militaire et ça doit être la mission principale du ministre de la Défense. Dayan insiste sur les changements que doit opérer le leadership israélien dans un pays qui se trouve, selon lui, en plein paradoxe. Il faut un changement dans la direction, un changement avec une vision claire et précise et un agenda pour l'État d'Israël. Nous avons mis sur pied le parti Tafnit pour pousser à la mise en place d'un tel agenda et aujourd'hui nous savons que cet agenda est gagnant, il est reconnu par le public. Tout le monde le comprend, surtout avec un slogan comme la guerre contre la corruption que nous avons lancé, tout le monde aujourd'hui dit que c'est le bon. Et pour répondre directement à votre question, le changement peut se produire aujourd'hui en Israël de deux différentes manières. Soit par l'éducation, soit par la politique. Le problème, c'est que l'éducation, ça prend du temps et nous n'avons pas ce temps. Donc la réponse est oui, je m'engage dans la politique, mais je ne me lance pas avec l'objectif d'obtenir une fonction. Ça, j'aurais pu le faire il y a des années. Je me lance avec Tafnit dans un espace où il pourra agir avec un groupe de leaders, et je ne parle pas du général Ashkenazi sur son cheval blanc, mais d'un groupe de leaders israéliens qui est vraiment capable de réaliser ce changement. Je suis inquiet, mais optimiste. À cause de ce paradoxe israélien.
En quoi consiste ce paradoxe? D'un côté, nous sommes très forts d'un point de vue sécuritaire, mais nous n'assurons pas la sécurité personnelle de chacun. Nous ne sommes pas parvenus à vaincre le Hezbollah quand nous le pouvions, et nous ne donnons pas la réponse militaire requise pour faire face au Hamas. Ce n'est pas la question d'être capable ou pas, c'est que nous ne le faisons pas. C'est la première partie du paradoxe. La seconde partie, c'est que nous sommes un pays très fort d'un point de vue économique, avec des paramètres économiques excellents, mais les inégalités se creusent et la pauvreté s'aggrave parce que nous n'utilisons pas notre fortune à bon escient. À partir de là, je vais vous dire pourquoi je suis optimiste. Car la manière de résoudre ce paradoxe vient de son troisième volet, dans le fait qu'en Israël, il y a beaucoup de personnes brillantes dans beaucoup de domaines, mais qui ne se trouvent apparemment pas à la bonne place, là où ils pourraient avoir une influence sur la politique, sur la sécurité. La direction, il faut la préparer depuis le haut. Une fois que ce sera fait, tout le paradoxe israélien sera résolu. Notre force trouvera le moyen de s'exprimer, la force de notre économie servira à la société tout entière, et il y aura à la tête d'Israël des gens qui ne seront pas tout le temps impliqués dans des scandales de corruption et dans lesquels on croira. L'armée doit vaincre. Je pense que ce n'était pas suffisamment enraciné ou clair que l'armée, qui est d'ailleurs une grande et puissante armée, mais je pense que son commandement a rendu cette situation possible où il n'est plus clair que c'est une armée, que l'armée est prête à gagner. Au cours de la dernière guerre, jusqu'à un certain point, on peut dire que le gouvernement israélien n'en a pas fait beaucoup. Mais il n'est pas vrai de dire qu'il n'a pas permis à l'armée de gagner. Mais l'armée ne l'a pas fait, pour plusieurs raisons, mais cela ne change rien. Pour répondre à la question de savoir si c'est à cause du niveau de ses combattants ou à cause du commandement, la réponse est évidemment que c'est à cause du commandement. Pour le moment, je m'occupe de deux choses. La première, c'est de faire renvoyer Olmert. La deuxième, c'est de renforcer notre mouvement Tafnit. Et ensuite, les choses sont ouvertes. En tout lieu où il sera possible d'appartenir à un groupe de leaders qui s'appliqueront à réaliser le changement dont Israël a besoin, avec un ordre du jour clair et une direction compétente, je serai heureux d'y participer.